l'honorable chef de l'opposition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ressens aujourd'hui, comme beaucoup de gens dans cette pièce, un certain sentiment de déjà-vu, puisqu'il y a un an, presque jour pour jour, notre regretté chef Jack Layton se levait pour prendre la parole dans cette Chambre dans des circonstances quasiment identiques. Il le faisait afin de s'opposer à la loi spéciale que ce gouvernement déposait et qui visait à obliger les travailleurs en lock-out, important de retenir qu'ils étaient en lock-out, de Poste Canada à retourner au travail. Ce qui est important de retenir quand je mentionne le lock-out, c'est parce que c'est ce gouvernement lui-même qui les avait mis en lock-out. Donc, dans le jargon de la négociation collective et du droit du travail, il y a un mot pour ça. C'est un mot qui fait partie du langage ordinaire, mais qui en fait a un sens spécifique en matière de relations de travail. C'est la question de mauvaise foi. Et il y a rarement eu un exemple aussi flagrant de mauvaise foi de la part d'un gouvernement que celui-là. N'oublions pas, le gouvernement regarde des travailleurs chez Poste Canada, ils étaient en train de travailler, le gouvernement les met en lock-out, les empêche de travailler, se tourne d'abord et dit « Ah, mais nom de Dieu, ils ne travaillent plus ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire ?» Ça prend une loi spéciale pour forcer leur retour au travail. Et voilà qu'on était embarqué dans un exercice qui est une illustration d'une tendance lourde des conservateurs depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, de bafouer des droits collectifs, de s'attaquer aux travailleurs, d'utiliser tous les moyens à sa disposition majoritaire pour envoyer un signal clair aux employeurs cette fois-ci. Le signal, c'est que c'est barre ouverte sur les droits des travailleurs. Laissez-vous pas faire. Les conventions collectives, la Cour suprême, les droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne. Pour un autre jour, tout ça, nous, on est là pour imposer notre nouvelle loi et ordre. C'est barre ouverte pour les patrons. Voilà le message des conservateurs, Madame la Présidente. Après Poste Canada, bien sûr, il y a eu Air Canada. Ils n'avaient plus même besoin de dégainer. La réaction était si immédiate, ils étaient en train de gagner leur pari. Aujourd'hui, c'est le Canadien Pacifique. Donc, ce gouvernement a imposé 3 lois de retour au travail au cours de cette seule session parlementaire. 3 lois spéciales adoptées en catastrophe en moins de 12 mois. Comparons maintenant cela à ce qui s'est passé au cours des dernières années et vous allez comprendre la différence et le message qu'ils essaient d'envoyer. Il y a eu seulement, pendant toutes les années 90, il y a eu seulement un total de 9 lois de retour au travail. Pendant toutes les années 80, et rappelons que les conservateurs étaient largement au pouvoir aux années 80, il y a eu seulement 6 lois de retour au travail. Donc, vous voyez la disproportion totale. Ils sont rendus à 3 lois en 12 mois. Comme mon ami et collègue, le leader parlementaire de l'opposition officielle vient de le dire, ça fait au-delà de 20 fois maintenant qu'ils imposent un bâillon. Ils utilisent une guillotine pour enlever le droit des parlementaires de parler sur des choses aussi importantes que le budget. Voilà la tendance lourde de museler, de bâillonner, de faire taire les élus du peuple ici dans cette Chambre, Madame la Présidente. Aujourd'hui, c'est bien plus que le conflit canadien-pacifique qui est en cause. Oui, il y a eu celui d'Air Canada. Oui, il y a eu celui de Poste Canada. Mais cela tient à un élément déterminant de la démarche conservatrice qui est d'apaiser les conditions de vie des Canadiens à tous les égards. Example after example since the Conservatives came to power of lowering the standard of living of Canadians. This is the first generation where we've seen the middle class start to lose. Over the past 25 years, the earnings of the top 20% in our society have increased, a tendency that we've observed throughout the history of the country. But for the other 80%, living conditions, wages, the middle class, they have actually seen that drop. It's the first time in Canadian history we've observed that. And it's a heavy tendency. It's one that we keep observing, and it's a series of actions by this government. And today's attack on collective bargaining rights, on labour rights, on rights that are preserved and guaranteed by the Charter, preserved and guaranteed and enforced by the courts,
the Conservatives are again attacking workers and their rights in this country. Some of the choices that they've made over the years, of course, have resulted in the pressures that they now say they have to react to by cutting everything in the budget. For example, we look at the employment insurance. Take a 30% pay cut, ship yourself a couple of hours out of town, take any job that presents itself, otherwise you're going to lose the employment insurance that you paid into with your own money and your employer paid into, you're going to lose that right. You remember, Madam Speaker, in 2009 when they double closed the door that the Liberals had already closed, when they had emptied out, and it had gone all the way to the Supreme Court, they had emptied out $50 billion from the employment insurance account. Now, they turned that into general revenue of the government. So a lot of people said, well, it was government money before and it's government money now. What does that change? Well, here's what it changes. The $50 billion in question was paid into the employment insurance account by every single employee for a specific purpose, to take care of them during the cyclical ups and downs of the economy. It was paid in by every single employer. Whether that employer was earning a good profit, breaking even, or losing money, you still had to pay in for every single employee. When they emptied out the EI account, they created a $50 billion fiscal space. What became of that $50 billion fiscal space? It was turned into tax reductions for the richest corporations. Now, the Conservatives don't like it when we say for the richest corporations. They'll argue that it's for all corporations. Let's look at the facts. A company that was breaking even or losing money certainly didn't benefit from a tax reduction. It wasn't paying any. And in these tough economic times, especially for any export sector, including the fisheries, the forest, and manufacturing, a lot of them were losing money or barely breaking even. So the money that they had paid in for a specific purpose to provide that insurance in case of unemployment, when the 2008 crisis hit, that cupboard was bare. And it had been emptied because that money had been turned over to the wealthiest corporations like the banks and the oil companies. That's the record of the Conservatives and the Liberals, and that's why the NDP is standing up today and saying... Par leur choix, ils sont en train de déséquilibrer l'économie qu'on a bâtie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des pays comme le Norvège qui, comme nous, sont très riches en ressources, mais ils ont appris à pallier aux défis que cela représente. Nous, on n'a pas cette sagesse-là. Développement débridé des ressources naturelles sans appliquer le principe de base de pollueur-payeur est un résultat qui est en train de nous déséquilibrer l'économie qu'on avait bâtie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il fut un temps où les Canadiens de Langley jusqu'au St. John's pouvaient compter sur un bon emploi, sur un salaire juste pour soutenir une famille. Mais ils pouvaient compter sur une pension qui leur permettrait de prendre une retraite digne et sur un système d'assurance emploi justement accessible. Mais non. Lors d'une conférence dans les Alpes suisses avec des milliardaires, il fallait que notre Premier ministre décide d'épater la galerie et de montrer que lui aussi allait se bomber le torse et donner une leçon de morale aux moins bien nantis et leur apprendre que même s'ils avaient travaillé toute leur vie dans le secteur de la construction, même s'ils avaient travaillé dur dans une usine, ils ne travaillaient pas assez fort à son goût parce qu'il allait ajouter 2 ans à leur vie de travail, leur soutirer 12 000 $ de leur poche parce que selon lui, ils n'étaient pas assez productifs. Par le même fait, il retirait ces emplois du marché, en enlevant des possibilités d'emploi à la jeune génération, une jeune génération qui est déjà en train de payer la plus lourde dette écologique, économique et sociale de l'histoire. De nos jours, les jeunes qui font leurs études de premier cycle au Canada empruntent en moyenne 30 000 $ pour un bac universitaire. Quand est-ce qu'un jeune couple qui doit 60 000 $ au début de leur carrière est censé s'acheter une maison? Mais quand on vide la capacité économique du gouvernement d'aider à l'éducation postsecondaire comme il le faisait auparavant, voilà le résultat. Il crée la condition, il le montre du doigt, exactement comme le lockout des travailleurs de Post Canada. Il crée la situation, il dit, on ne peut plus aider, il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Ils l'ont donné à des sociétés qui ne créent pas d'emplois. La Banque royale n'a pas créé d'emplois l'année dernière. Sauf que l'année dernière, les banques à charte canadiennes ont fait 30 milliards de profits, ils ont pris 15 milliards en boni pour leurs cadres. Voilà ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. Ils n'ont pas créé d'emplois. Nous, au moins, on a une vision de dire si on a un espace fiscal disponible, on va le
dirigés vers les entreprises en fonction de leur création d'emplois. Voilà. C'est ça qu'un gouvernement est censé faire. This government is trying to tell Canadians that we have to accept less, that we should accept lower wages, weaker pensions, and they are trying to create for employers an unlimited pool of cheap labor. It's a commonplace and it's almost a caricature, but it's the Minister of Human Resources last week in response to a question in a press conference who specifically cited the creation of workers for McDonald's. It's not a hyperbole on the part of the opposition. That's what they actually said. One of the ministers responsible for finance said, well, of course, if a teacher is looking for a job in Newfoundland, we've got jobs in the mines. This is their philosophy. This is money that belongs to the workers. They think that it belongs to McDonald's, and they're creating a system for employers and evacuating workers' rights. And this special legislation, forcing the workers back on their jobs despite the collective bargaining process, is just a full illustration of exactly what they're up to, lowering workers' rights, lowering the ability of the middle class to pay for itself, evacuating the capacity of the government to provide services. That's the agenda of the Conservatives.